Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Séance Publique, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. Et c'est une émission au cœur de l'actualité que je vous propose ce soir avec pour commencer une ministre sur le grill de la commission d'enquête du Sénat. Marlène Schiappa a dû répondre pendant 3 heures aux questions sur le fonds Marianne créé après l'assassinat de Samuel Paty et destiné à lutter contre la radicalisation en ligne. Y a-t-il eu détournement de fonds publics? Certaines des associations financées par ce fonds Marianne ont-elles attaqué des opposants d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle? On en débat dans une minute. Et puis notre second débat d'actu nous mènera en Ukraine et en Russie puisque nous allons détailler le rôle de la milice Wagner sur la ligne de front face à la contre-offensive menée par Kiev. Wagner et son chef Evgeny Prigojine qui continue d'attaquer le ministre russe de la Défense. Les tentatives du ministère de la Défense d'édulcorer la situation dans le champ informationnel mènent et mèneront à une tragédie globale pour la Russie. Il faut immédiatement arrêter de mentir. Si vous vous enfuyez, construisez de nouvelles lignes de défense. Qui a créé ce groupe Wagner? Quels sont ses liens avec Vladimir Poutine? Quelles horreurs ces soldats ont commis en Ukraine, mais aussi en Syrie ou au Mali? Ne ratez pas les explications de nos experts dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, une ministre face à des sénateurs décidés à comprendre où sont passés les 2 500 000 € alloués au fonds Marianne. Pour bien comprendre les enjeux de cette audition, Renaud Parquet remonte aux origines de l'affaire. Faute d'avoir convaincu, elle a au moins pu s'expliquer aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat concernant la gestion du fonds Marianne. Car cela fait 3 mois que Marlène Schiappa est au cœur de cet engrenage politico-judiciaire. Elle récuse toute forme de favoritisme en faveur de l'association co-administrée par Mohamed Sifawi, l'USE-PPM. Je ne suis pas une amie de M. Sifawi. Je n'ai aucune relation personnelle d'aucune sorte avec M. Sifawi et je n'en ai jamais eu. Exit aussi toute volonté de sa part de refuser à SOS Racisme une dotation de 100 000 €. On me prête beaucoup de relations personnelles, mais je n'ai pas de relations personnelles ni de désaccords personnels, anciens ou récents, avec monsieur le président de SOS Racisme. Retour sur la création d'un fonds semé d'embûches. 6 mois après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty en octobre 2020, la ministre en charge de la citoyenneté de l'époque propose un plan pour lutter contre les séparatismes. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Et l'objectif du fonds Marianne, doté d'une enveloppe de 2 500 000 € consiste à soutenir des actions en ligne à portée nationale à destination des jeunes de 12 à 25 ans exposés aux idéologies séparatistes qui fracturent la cohésion nationale et abîment la citoyenneté. Au total, 17 associations sont donc choisies par le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation en charge de gérer le fonds Marianne. Mais le 30 mars dernier, 2 enquêtes journalistiques de France 2 et Marianne révèlent que seulement 4 associations se partagent la moitié de la dotation. Le parquet national financier ouvre alors une information judiciaire le 4 mai dernier sur la base des enquêtes journalistiques pour détournement de fonds. Au cœur du fonds Marianne, plusieurs irrégularités apparaissent. D'abord, l'USE-PPM, co-dirigée par Mohamed Sifawi, elle aurait touché 350 000 € pour la production de vidéos peu vues sur Internet et le versement de 120 000 € de salaire aux 2 ex-dirigeants. Un rapport de l'inspection générale de l'administration pointe alors plusieurs dysfonctionnements. L'appel à projet n'a été ni transparent ni équitable. L'utilisation faite de la subvention reçue par l'USE-PPM n'était pas conforme aux objectifs fixés. Le secrétariat général du CIPDR n'a pas accompli les diligences nécessaires. Directement mis en cause, le préfet Gravel démissionne le 6 juin dernier. Autre association en ligne de mire, Reconstruire le commun. Selon Mediapart, l'association, dotée d'une enveloppe de 330 000 € aurait diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux ciblant directement des candidats à l'élection présidentielle, comme Jean-Luc Mélenchon ou encore Anne Hidalgo. Demain, Mohamed Sifawi sera auditionné au Sénat. L'épisode du fonds Marianne n'a pas fini d'empoisonner Marlène Schiappa à l'heure où des rumeurs de remaniement ministériel planent.
Et pour débattre de cette audition, j'accueille Rémi Féraud. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de Paris et secrétaire de la Commission des Finances. Vous avez assisté à l'audition de la ministre. Hélène Salvi, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes journaliste responsable du pôle politique à Mediapart. Vous avez enquêté sur ce dossier. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Élysée contre Matignon, le couple infernal, livre publié chez Talandier, et Mathieu Croissando, comme chaque jeudi, comme chaque mardi, est à mes côtés, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je rappelle quelques chiffres qu'on a eu en partie, et quelques infos qu'on a eu en partie dans le sujet d'ouverture. Il y avait donc 2 500 000 euros alloués pour lutter contre la radicalisation en ligne. 71 associations avaient candidaté, 17 ont été sélectionnées. Et puis vous l'avez entendu dans notre reportage, 2 d'entre elles posent question. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire et l'association Reconstruire le commun. On a posé le décor. Rémi Féraud, après l'audition de Marlène Schiappa, est-ce que vous parlez toujours de détournement de fonds publics? C'est une expression que vous aviez employée avant cette audition. Oui, mais je le dis toujours. D'ailleurs, je crois que c'est pour cela qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Donc c'est bien pour détournement de fonds publics, notamment. À l'évidence, et votre reportage juste avant le montrait, une partie de l'argent du fonds Marianne a été détourné de son objet qui était la lutte contre la radicalisation. Détourné de son objet à un tel point qu'il a même pu participer à une forme de populisme ambiant par un certain nombre de vidéos que nous avons vues qui ciblaient en particulier les candidats de gauche à l'élection présidentielle. Donc il y a présomption de détournement de fonds publics, il y a une enquête judiciaire, mais le travail de la commission d'enquête parlementaire du Sénat aujourd'hui est plus large que cela sur l'ensemble de ce qui a pu conduire à cette situation actuelle. Quand j'étais venu sur le plateau de Public Sénat il y a quelques semaines pour dire que c'était grave, il y avait un peu de scepticisme. Cette commission d'enquête montre qu'il y avait besoin absolument d'aller plus loin dans les investigations et qu'on était bien dans le cadre d'une affaire grave. Et on aura évidemment dans ce débat l'occasion de détailler un certain nombre des faits qui sont reprochés à Marlène Schiappa et plus généralement dans le cadre de l'utilisation de ce fonds Marianne. Hélène Salvi, ce matin, la ministre, elle n'a pas varié de sa ligne de défense qui consiste à renvoyer la balle vers son cabinet. C'est ce que vous avez retenu, vous, de ces 3 heures d'audition ? Oui, vers son cabinet et vers absolument tout le monde, en fait. Était responsable ce matin la presse, son cabinet, son ancienne administration, mais absolument pas Marlène Schiappa. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que il y a beaucoup de contradictions entre les différentes auditions, entre celle du préfet Gravel, entre celle de l'ancien directeur de Marlène Schiappa la semaine dernière, et évidemment avec celle de la ministre ce matin. Beaucoup de contradictions de chronologie qui ont été pointées notamment par les questionnements des sénateurs lors de l'audition de Marlène Schiappa ce matin. Encore plein de questions. Je crois que le rapporteur de la commission d'enquête a dit au terme de votre audition, qui a quand même duré 3 heures, il reste beaucoup de questions en suspens, et je pense que c'est le cas, effectivement, et que le rapport et les différentes enquêtes qui sont ouvertes sont destinées à y répondre. Mais rien n'a été éclairci, sinon finalement encore de nouvelles contradictions. C'est plutôt ça que je retiens. Ouais. Jean Garrigue, le sénateur Féraud disait la gravité de cette affaire selon lui. Comment vous l'évaluez, vous, cette gravité ? Alors, c'est assez compliqué. Je pense que l'expression détournement de fonds publics doit être maniée, peut-être, si je peux me permettre, avec un tout petit peu plus de précaution, parce que forcément, si l'on manie cette imputation, et on l'impute forcément à la ministre. Or, manifestement, même si elle est responsable de légèreté et peut-être même de favoritisme à l'égard d'un certain nombre d'associations qui ont été choisies, s'il y a eu détournement de fonds publics, il me semble que vous voulez dire qu'il y a eu utilisation de ces fonds par certaines de ces associations à des fins qui n'étaient pas celles prévues par le cahier des charges. C'est plutôt ça, à mon sens, que vous visez.
Si vous parlez de détournement de fonds publics, c'est une accusation qui est grave. Et dans l'histoire, quand il y a eu des détournements de fonds publics, les conséquences politiques ont pu être très, très, très graves aussi. Donc je pense que là-dessus, il faut être très, très précis. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la manière dont s'est effectuée à la va-vite la sélection d'un certain nombre d'associations à subventionner. Il y a la manière dont, ou non, la ministre est intervenue dans ce choix qui devait appartenir à un comité de sélection, mais dans lequel siégeaient 3 membres de son cabinet. Et puis, il y a le choix lui-même de ces associations. Étaient-elles destinées ou pas à remplir ces fonctions? Et puis, il y a le contrôle de l'argent qui leur a été alloué. Et puis, il y a, exactement, il y a le contrôle de cet argent. Manifestement, le suivi n'a pas été fait correctement, ce qui a pu donner lieu à un certain nombre d'abus. Mais ça, là encore, il faut être très précis. Parce que quand vous parlez de ces vidéos qui ont été faites à l'encontre de leaders de la gauche, il me semble avoir lu, mais je ne connais pas le dossier, et vous le connaissez certainement mieux que moi, mais il me semble avoir lu qu'il y avait aussi des vidéos qui n'étaient pas très tendres pour des gens de ce qu'on appelle la Macronie. Donc tout le monde en prenait un peu pour son grade. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut justifier ces vidéos-là et qu'elles entraient dans le cadre de ce cahier des charges. Mais voilà, je pense qu'il faut, en la matière, être assez... N'allons pas trop vite en besogne en faisant le lien Marlène Schiappa et utilisation de cet argent dans le cadre de la campagne présidentielle. Attendons un peu, je pense. Alors, allez-y, Hélène Salvi, vous prenez la parole. Ensuite, de ces vidéos, c'est effectivement intéressant de connaître le dossier en la matière parce que il y a des vidéos qui ont concerné la Macronie. J'aime pas beaucoup cette expression, mais voilà. Mais elles ne sont pas du tout du même ordre. C'est-à-dire que les attaques politiques qui sont faites contre des opposants et des opposantes d'Emmanuel Macron dans les vidéos sont des attaques politiques. S'agissant d'Emmanuel Macron ou de Marlène Schiappa, en l'occurrence, il est question de sa coiffure ou de que sais-je, mais qui ne sont pas des attaques politiques. Première chose. Deuxième chose, le préfet Christian Gravel lui-même a reconnu d'abord auprès de Mediapart, puis devant les sénateurs, qu'il avait redressé la barre d'une certaine façon, en tout cas fait un rappel aux responsables de cette association Reconstruire en commun. Or, on a appris lors de l'audition de la présidente de l'association en question qu'effectivement, il y avait eu une sorte d'échange un peu informel, dit-elle, entre le préfet Gravel et elle-même à ce sujet, au sujet du caractère politique des vidéos, mais que cet échange ne concernait, et je la cite, que des blagues anti-Macron qui n'avaient visiblement pas été comprises par l'administration. Donc, en fait, on est vraiment dans un registre politique. Oui, mais alors, juste une question. Si ces attaques politiques portaient sur la question de la souplesse, on va dire, vis-à-vis de l'islamisme, ou du séparatisme ou du communautarisme. Je veux dire par là que si, dans ces vidéos-là, il était question de positionnement, non mais c'est une question que je pose, de positionnement, puisqu'on parle d'Anne Hidalgo ou de Jean-Luc Mélenchon, par rapport à l'islamisme ou au communautarisme, là on était peut-être on était en droit de publier ces vidéos. Et vous dites qu'on était peut-être dans la mission d'origine ? Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité des vidéos. Alors, moi j'en ai vu un certain nombre. Elles sont dans le Hidalgo bashing finalement assez classique, c'est-à-dire sur le vélo et le partage de l'espace public comme maire de Paris. Là, il y en a même une à connotation xénophobe par rapport à ses origines espagnoles. Enfin, ça n'a rien à voir avec cela. Et je crois qu'y compris les attaques contre Jean-Luc Mélenchon n'ont rien à voir avec l'islamisme, la radicalisation ou même les valeurs de la République. Donc, je ne dis pas que ça ne résume pas l'affaire, ces vidéos, mais elles sont quand même illustratives d'un problème que moi, je ne minimiserai pas comme trop rapidement. Et pour vous, c'est du détournement de fonds publics ? Pas ça en est, de toute façon, puisque c'est les fonds publics qui ont été utilisés. Je ne donne pas de coupable. D'ailleurs, ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Mais oui, à l'évidence, puisque ce sont des fonds publics qui ont été votés pour lutter contre la radicalisation. À l'évidence, ils n'ont pas été utilisés à cette fin. Alors, où est le problème dans le cahier des charges, dans son absence, dans le manque de contrôle? Quelles sont les responsabilités? Ça, c'est une autre question. C'est ça la question. Et on y vient à cette question. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Jonathan Dupriez parce qu'on va assez longuement et précisément, bonsoir Jonathan, revenir
sur l'audition donc de Marlène Schiappa. Donc on l'a dit, commission d'enquête, beaucoup de questions des sénateurs qui l'ont mis sur le grill pendant 3 heures. Ouais, ils ne l'ont pas lâché d'une semelle, Marlène Schiappa, et surtout pour clarifier véritablement son rôle, quel rôle exact elle a joué dans le cadre de ce fonds Marianne. Les sénateurs, en vérité, ils veulent comprendre si elle a favorisé ou non, si elle est intervenue ou non dans l'attribution de certaines subventions à ces 17 associations dont vous parliez, avec au total cette enveloppe de 2,5 millions d'euros à répartir ensuite. Et donc à maintes reprises, Marlène Schiappa, elle a semblé botter en touche. Elle a reporté tour à tour la responsabilité sur son cabinet, aussi sur l'administration en charge de distribuer les crédits de ce fonds. Et si elle a reconnu tout de même quelques dysfonctionnements, elle a souvent tenté de minimiser son rôle. Écoutez. Je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Et les parlementaires ont passé pas mal de temps sur le cœur du problème, c'est-à-dire l'attribution de la principale subvention de ce fonds Marianne. Oui, vous l'avez évoqué, Thomas. L'association s'appelle l'USE-PPM. Elle a touché 250 000 euros sur 355 000 prévus. Et l'un des responsables de la structure, c'est Mohamed Sifawi, que certains connaissent sans doute, un essayiste franco-algérien. Alors lui, il n'a pas été entendu par les sénateurs, mais il avait reconnu mi-avril, je cite, avoir été encouragé par le cabinet de la ministre. Et la ministre elle-même a réclamé des subventions avant même la création de ce fonds Marianne. Et donc les sénateurs, ils redoutent en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un copinage de la part de la secrétaire d'État envers l'USE-PPM. Et là encore, elle s'est expliquée. Écoutez. Je ne suis pas une amie de M. Sifawi. Je n'ai aucune relation personnelle d'aucune sorte avec M. Sifawi. Moi, M. Sifawi, je le vois à plusieurs reprises et pas en tête-à-tête. Et je tiens à le dire ici parce que l'un des témoignages qui a été apporté devant votre commission a affirmé que j'aurais reçu personnellement en tête-à-tête M. Sifawi au mois de mars et que ce serait à cette occasion que je lui aurais annoncé qu'il aurait une subvention ou qu'il serait éligible au fonds Marianne. C'est faux. Les sénateurs ont également passé au crible l'éventuelle implication de Marlène Schiappa dans le retrait d'une subvention cette fois-ci. Oui, et là on parle de l'association SOS Racisme. Le comité de sélection du fonds Marianne lui avait attribué 100 000 euros. C'est une association qui est bien connue des Français, mais ces 100 000 euros, ils ont été retirés a posteriori de cette sélection. Et donc devant les sénateurs, il y a quelques jours, l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa, il avait reconnu qu'elle était personnellement intervenue pour s'opposer à cette subvention. Je cite, en raison d'un historique de relations assez ancien, c'est-à-dire en gros un différend personnel. Et donc de son côté, Marlène Schiappa, elle maintient toujours fermement qu'elle n'a pas supprimé cette subvention à SOS Racisme. Et au passage, elle joue un peu sur les mots. Écoutez. Je n'ai pas supprimé de subvention à SOS Racisme. Je rappelle qu'on est sur un appel à projet, qu'on ne parle pas de financement ni de fonctionnement pour les associations. Donc je n'enlève pas de l'argent à SOS Racisme dont il bénéficierait chaque année. Vous n'attribuez pas. Alors, je vais y revenir. Mais en tout cas, premier élément... Oui, c'est un peu... En droit, vous avez raison, c'est subtil comme réponse. Je pense que le droit importe. Des explications qui n'ont pas vraiment convaincu les sénateurs. Non, et d'ailleurs vous le venez de l'entendre dans la teneur de ces échanges. À de multiples reprises, les parlementaires se sont agacés, recadrant souvent une ministre qui semblait un peu louvoyer à leurs questions. Elle a souvent dit n'avoir aucun souvenir, et à tel point que ça a provoqué une certaine ironie chez Claude Raynal, le président de la commission d'enquête, qui lui a demandé à un moment si elle n'oubliait quand même pas des pans entiers de sa propre vie. Mais l'impression globale des sénateurs, c'est surtout que Marlène Schiappa, elle a semblé en fait se mettre à distance d'un dossier qu'elle avait pourtant porté à bout de bras. Écoutez Claude Raynal. Vous avez fait naître une idée, un concept, une réponse politique, et derrière vous nous dites je la suis pas. C'est ça que vous venez de nous répondre, je viens de vous le dire. Et c'est grave ça. Vous nous dites c'est l'administration est chargée elle est chargée de regarder que financièrement les choses se passent bien. Ça c'est pas votre problème. Mais quand même le contenu, les éléments, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça, c'est vous, quoi. Voilà, Thomas, et la suite du feuilleton, c'est demain. Oui, effectivement. Merci, Jonathan. Avec l'audition de Mohamed Sifawi, on en parlait. Ce sera à suivre à 9h en direct sur notre antenne. Je reviens vers vous, Rémi Féraud, sur justement cette journée de demain et sur l'audition de Mohamed Sifawi, donc, qui était l'un des présidents de cette association USE-PPM. Qu'est-ce que vous chercherez à comprendre demain, précisément ?
Je pense que, en particulier le président et le rapporteur de la commission, avec l'ensemble de la commission, a cherché à comprendre qui a sollicité qui, à quel moment, pour faire quoi, quel était l'ordonnancement aussi, presque dans le temps, ce que vous disiez tout à l'heure, des sollicitations ou des propositions. Quel est le dossier qu'il a proposé ? Comment s'est fait le choix? Il y a d'ailleurs une contradiction entre Marlène Schiappa et Christian Gravel sur cela même. Et qui dit vrai, comment les choses se sont exactement passées. Donc c'est cela que nous chercherons à comprendre. L'avantage de la commission d'enquête, c'est que le rapporteur, le président, ont des éléments dans leurs mains précis d'échanges de mails, de courriers, voire des échanges de messages. C'est là où il faut aller. Voilà, les présidents d'associations peuvent aussi montrer des contradictions entre les déclarations des différents responsables publics. Oui, alors justement, Hélène Salvic, on l'a vu dans la chronique de Jonathan, Marlène Schiappa, ce matin, elle a dit ne pas être amie avec Mohamed Sifawi. Qu'est-ce que vous savez, vous, de la relation, du niveau de proximité et peut-être, c'est le plus important, sur le montant alloué à cette association. Est-ce qu'elle est intervenue, oui ou non? Qu'est-ce que vous en savez? En fait, il y a deux choses. La première chose, et c'est important de le préciser, c'est que toutes les personnes qu'on entend là devant la commission d'enquête sont auditionnées sous serment. Ce qui veut dire que si elles mentent, elles peuvent être poursuivies pénalement. Ça a quand même son importance parce que comme elles ne disent pas la même chose, il y a bien quelqu'un qui ne dit pas la vérité au milieu. La deuxième chose, ce qui était intéressant dans l'audition de Marlène Schiappa ce matin, c'est qu'il y a au moins deux éléments qui viennent en contradiction de sa défense principale, à savoir « je n'ai jamais mis le nez, pardon pour l'expression, je ne suis jamais intervenue dans la sélection des associations ou dans le choix des associations bénéficiaires du fonds ». Pourquoi? Deux éléments. Le premier, c'est celui que nous avons révélé justement la semaine dernière dans la foulée de l'audition de l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa, à savoir que oui, après qu'une élection a été sélectionnée par le comité de sélection SOS Racisme, Marlène Schiappa a décidé de biffer les 100 000 euros de subvention qui avaient été accordés par donc 3 membres de son cabinet et 3 membres de l'administration. Premier élément. Donc, qui marque une intervention personnelle. On peut appeler ça comme on veut, mais enfin, ça s'appelle une intervention personnelle. Deuxième élément, elle a elle-même produit devant la commission d'enquête un mail qui date du 6 avril, si je ne m'abuse, en tout cas début avril, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait la première réunion de préparation du fonds Marianne, bien avant son lancement officiel. Elle a produit un mail dans lequel elle écrit 300 000 euros pour l'association de Mohamed Sifawi, ça me paraît énormissime. Elle produit ce mail devant les sénateurs pour expliquer, j'imagine en défense, pour dire, voyez, je trouvais ce montant déjà excessif. D'accord, mais on est avant le lancement de l'opération, avant même le lancement de l'appel à projet de l'opération. De quoi parle-t-on? Quelle est cette subvention en fait? Et à quel moment on se dit que la ministre n'a jamais eu son mot à dire dans les subventions qui ont été accordées, puisqu'elle fait ce mail? Et au final, il y aura 355 000 euros alloués. Jean-Garrigue, vous connaissez assez bien Mohamed Sifawi. Qu'est-ce que vous pensez de peut-être même des attaques dont il fait l'objet? Alors, je le connais vraiment superficiellement pour l'avoir croisé et discuté avec lui sur un certain nombre de plateaux de télévision. Et pour avoir discuté en off avec lui et m'être convaincu que ses convictions laïques et républicaines étaient sincères. Ça, il me semble que je peux en témoigner. Pour le reste, c'est difficile de porter un jugement. D'abord, à la base, moi, je pense que c'était une belle idée d'avoir ce fonds Marianne pour défendre un certain nombre de valeurs. Ça c'est clair. Et je pense qu'il avait c'était un de ceux qui pouvaient avoir le profil pour porter ces idées. Maintenant, c'est évident que la manière dont le choix s'est fait, les privilèges manifestes dont son association a pu bénéficier posent un problème et effectivement mettent en cause l'intervention personnelle de Marlène Schiappa. Mais
ne jetons pas l'eau avec le bébé, avec l'eau du bain, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres associations qui ont été subventionnées, certes de manière moins généreuse, mais qui sont des associations qui font vraiment un travail très sérieux. J'en connais quelques-unes, comme Conspiracy Watch, etc., qui font vraiment un bon travail dans la direction indiquée par le... Il ne faut pas abandonner la lutte contre la radicalisation en ligne. Je pense que c'est important. Je rappelle aussi que Mohamed Sifawi, alors pour l'avoir croisé là aussi sur des plateaux, est quelqu'un qui vient en permanence escorté par 2 gardes du corps, parce qu'il est menacé de mort par les islamistes. Donc je veux dire que c'est quand même quelqu'un qui est engagé dans un combat. Maintenant, moi je ne suis pas capable de vous dire que peut-être il a bénéficié de trop de subventions, qu'il les a peut-être assez mal utilisées. Ça, c'est toujours possible. Laissons travailler les enquêteurs. Voilà. Mathieu, vous vouliez intervenir. Non, je trouve qu'il faut dézoomer quand même un petit peu aussi. Se rappeler dans quel contexte a été créée cette association. On l'a dit, donc voilà, l'assassinat de Samuel Paty dans les conditions qu'on sait. Derrière ça, il y a quoi? Il y a un geste politique et il y a de l'argent. Donc il y a une volonté politique et il y a des fonds. Et qu'est-ce qui est fait de ça? Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'on soulève le capot de la machine et que c'est aussi indigent qu'indécent. Et c'est d'autant plus insupportable. Donc c'est aussi un dysfonctionnement majeur du système politique actuel, je veux dire, du gouvernement, sur un projet qui est aussi symbolique que celui-là, de réussir à faire un truc aussi barnum que ça. Je veux dire, c'est moi ce qui m'a sidéré aujourd'hui dans l'intervention de Marlène Schiappa, c'est que quand vous soulevez le moteur de la machine Schiappa, mais vous ne savez pas où sont les tuyaux ni où sont les vis. Et rien ne tient. Les réunions, on ne sait pas quand elles ont eu lieu, on ne sait pas qui y était, on ne sait pas combien de temps elles ont duré, on ne sait à peine de quoi on a discuté. Il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de conclusion. Enfin, je veux dire, tout est à l'avenant. Et donc, l'écran de fumée qu'on nous a servi aujourd'hui montre, à mon avis, un dysfonctionnement majeur, politique, sur un sujet qui est essentiel. Parce que si on pousse jusqu'au bout, ceux qui doivent bien rigoler aujourd'hui, c'est précisément les cibles de cette riposte républicaine contre ce qu'on appelle le séparatisme, contre la radicalisation. Tous les islamistes de tout poil qui veulent faire vaciller les piliers républicains, ils doivent bien se marrer en voyant le résultat de cette gabegie et de ce fiasco. Hélène Salvi, vous affirmez dans l'un de vos articles de Mediapart que dans le, vous disiez fonds politique, dans cet aspect de l'affaire, dans le fond politique de l'affaire, il y a une offensive de proches de Manuel Valls auprès d'Emmanuel Macron. C'est quoi cette offensive? De quoi vous parlez? En fait, c'est une enquête qu'on avait menée dès 2017 à Mediapart, enfin que j'avais menée dès 2017 à Mediapart quand j'étais en charge de l'exécutif pour le journal, parce que j'avais compris en m'entretenant avec différentes personnes, notamment dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ça sortait pas de ma tête, que il y avait des personnes, quand je dis l'entourage proche, ce sont des personnes en fait, notamment autour du Printemps républicain, des personnes dont on sait les cofondateurs du Printemps républicain et sont des proches de Manuel Valls. Mohamed Sifawi a travaillé avec lui pendant une campagne. On sait que ce sont des personnes qui, intellectuellement, idéologiquement, politiquement, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, sont proches de l'ancien Premier ministre. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, en 2017, quand Emmanuel Macron est élu, il est élu aussi en opposition à Manuel Valls sur la question de la laïcité. Il le dit sur le plateau de Mediapart en novembre 2016. Il dit si les laïcistes, c'est son expression, gagnent en mai prochain, alors nous aurons perdu collectivement le combat. Il parle à ce moment-là de Manuel Valls et de cette sphère-là, de cet écosystème politique-là. Et il va même plus loin. Il dit, il ne parle pas, quand il parle de laïcité, il ne parle pas de laïcité, mais il combatte un monothéisme, en l'occurrence l'islam. Enfin, il a un discours très clair sur le sujet. Or, dès qu'il arrive à l'Élysée, cet espace, justement, qui était occupé par Manuel Valls et qui opposait les deux hommes, reste vacant. Et donc, comme la nature a horreur du vide, à ce moment-là, des personnes tentent effectivement, sans complotisme aucun, par des jeux de réseaux politiques, enfin comme ça arrive dans toutes les sphères politiques, tentent effectivement de rencontrer des personnes qui sont proches d'Emmanuel Macron, de rencontrer des nouveaux députés qui sont des personnes qui arrivent à l'Assemblée, et donc arrive ce que nous avons qualifié d'offensive à l'époque, qui par ailleurs a réussi. C'est ce qui s'est passé en fait. Il y a eu un virage, ce que l'Élysée a appelé en 2019-2020 un virage républicain, ce sont leurs mots. Il y a eu ce virage-là, moi j'aurais pas qualifié ça comme ça, mais ils l'ont qualifié comme ça. Et de fait, le fonds Marianne prouve que ces personnes sont arrivées dans l'écosystème macroniste. Votre avis là-dessus, Rémi Féraud? Est-ce que ça doit... Pour autant, ça rejoint ce que disait Jean Garrigue tout à l'heure. Je ne sais pas quelle expression employer, mais
d'évaluer ou démonétiser la parole de ce courant de pensée qui, issu de la gauche, est présent dans le macronisme aujourd'hui? Ce sont deux questions très différentes. Il peut y avoir des visions différentes de la laïcité. Ouais. On voit l'évolution, en effet, d'Emmanuel Macron entre son discours avant son élection en 2017 et puis quelques années plus tard. Et puis, il y a la mise en œuvre, ce que vous disiez. Ouais. La commission d'enquête ne se situe pas sur le sujet de est-ce qu'il fallait ou pas lancer le fonds Marianne. D'ailleurs, il y a... Oui, d'accord, mais on y reviendra sur la commission d'enquête. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis de sénateur socialiste sur cette question. Parce que défendre la laïcité en France, ça me semble être un enjeu majeur. Et si les conséquences de cette affaire, c'est qu'il y a de moins en moins de voix qui s'expriment pour la défendre, est-ce qu'on n'est pas face à un échec collectif? Ce serait dramatique. Mais c'est pas la révélation du problème aujourd'hui. Le problème, c'est bien que... c'est pas ce que nous dit Hélène Salvi, d'une certaine façon. Alors, elle nous dit que c'est peut-être un peu l'émanation de ce courant. Est-ce que c'est le scandale de laïciste auquel on assiste? Nous avons reçu aussi au Sénat en commission d'enquête des représentants d'associations qui ont été financés par le fonds Marianne et qui ne sont absolument pas mis en cause sur leurs actions et l'utilité de leurs actions et la réalité de leurs actions. Non, au contraire, c'est justement une ministre visiblement qui a lancé un grand renfort de communication, mais qui derrière, je crois qu'elle a utilisé l'expression elle-même, celle que vous utilisiez tout à l'heure, je n'ai pas soulevé le capot. Je crois qu'elle l'a utilisé dans son audition. Donc, qui n'a pas suivi politiquement. Quand c'est aussi sensible, il faut avoir aussi le souci de le faire parfaitement. Ou en tout cas très bien. Et visiblement, il y a eu ensuite, après la communication, un grand désintérêt. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, au prétexte qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'on n'a rien vu, que ce n'est pas grave et qu'on mette un couvercle. Non, ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc, voilà, ne confondons pas les deux champs du sujet. Sonia Backès, celle qui a succédé à Marlène Schiappa au ministère et qui était auditionnée cet après-midi par la commission d'enquête du Sénat, elle disait que d'autres associations, Jean Garrigue, aidées par ce fonds Marianne, vous les évoquiez tout à l'heure, sont aujourd'hui menacées sur les réseaux sociaux. Oui. Donc ça, c'est important de le dire aussi et de dire qu'il faut continuer de les aider. Oui, j'en témoigne pour en connaître quelques-uns. Je sais qu'ils vivent difficilement ces accusations. Ceux que je connais en tout cas, sont des personnes intègres. On peut parler de laïcisme. Moi, je parle de laïcité dans l'héritage d'Aristide Briand et de la loi de 1905, qui était une loi de tolérance. Et je pense que tout simplement, ils mènent une lutte contre le séparatisme, le communautarisme. Je pense que c'est une lutte légitime. Je sais que certains, dans la bulle médiatique, considèrent que l'islamisme est respectable. J'avais entendu ça sous la plume d'une journaliste. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de société très important pour maintenir ce vivre ensemble, cette citoyenneté qui est la nôtre. Effectivement, c'est un enjeu républicain. Moi, ce terme ne me dérange pas. Et je le répète, manifestement, il s'est passé qu'on a eu une ministre qui aime un peu trop la communication et qui a fait les choses comme il ne fallait pas les faire, qui n'a pas suivi son dossier, qui a mal géré son dossier, qui peut-être, je le répète, a favorisé un certain nombre de ses amis. Mais sur le fond des choses, je pense que c'est un combat légitime et surtout qu'il faut ménager ceux qui le mènent de manière, je dirais, légale, objective et engagée. Pardon, je pense qu'on est tous d'accord en fait pour dire que la laïcité est un combat légitime. Le fait est qu'il y avait un organisme gouvernemental qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité qui menait depuis des années avec le soutien de beaucoup d'acteurs de terrain, contesté par effectivement les mêmes personnes que nous retrouvons dans le fonds Marianne, mais soutenu par beaucoup d'acteurs de terrain auprès desquels il travaillait quotidiennement. Cet observatoire de la laïcité qui, pour le coup, a fait l'objet aussi de ciblage sur les réseaux sociaux de la part des mêmes personnes dont nous parlons, a étonnamment disparu au printemps 2021, quand le fonds Marianne était présent. Ce qui est intéressant, et là c'est là où la politique rejoint, si vous voulez, l'argent, si je peux me permettre, c'est que le fonctionnement annuel de l'Observatoire de la laïcité, c'était 59 000 €, d'accord ? En dehors de 4 salaires qui étaient payés. 59 000 €. Là, on parle de 2,5 millions d'euros qui ont été ventilés pour 400 tweets. Alors, je ne sais pas en fait qui défend les valeurs de la République et de la laïcité dans ce genre de cas. Tout ce que je sais, c'est que dans le débat intellectuel autour de la laïcité,
beaucoup de voix s'étaient élevées pour contester la vision de cet observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, etc. Donc voilà, moi je ne prends pas position là-dessus. J'ai ma petite idée sur la manière dont il faut mener ce combat et les complaisances qu'on peut ou ne pas avoir ou ne pas avoir. Mais simplement, vous avez raison, sur le plan comptable, moi j'ai trouvé d'ailleurs que les fonds cette subvention pour les fonds Marianne était excessive, qu'on peut très bien combattre au nom de la laïcité sans dépenser des sommes folles. Mais il faut reconnaître aussi que si vous allez sur les réseaux sociaux, voyez de quelle manière ceux qui défendent la laïcité aujourd'hui sont décriés, sont jetés en pâture, et il faut aussi les défendre. Bon, chacun a pu donner son avis sur cette question. Que savait exactement la ministre? C'est évidemment une question centrale. Écoutez, et vous nous l'avez dit, c'est un peu parole contre parole, ce sentiment qu'on a en suivant la commission d'enquête. Écoutez son directeur de cabinet, justement, devant les sénateurs, c'était il y a une semaine. Ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a bien une volonté de la ministre et du cabinet de pouvoir décider, valider l'emploi des crédits du FIPD. Donc il y a bien une volonté de la ministre et du cabinet de pouvoir décider, valider l'emploi des crédits du fonds. On est vraiment au cœur du dossier. Mathieu, c'est une audition, celle de Marlène Schiappa, qui va laisser des traces dans son parcours politique. Oui, alors était-ce un hommage aux élèves qui planchaient au même moment sur l'épreuve de philosophie? Pendant 3 heures ce matin, Marlène Schiappa a fait sienne la célèbre maxime socratique: je sais que je ne sais rien. Et pour répondre à votre question, Thomas, j'ai envie de vous répondre, nous on sait maintenant que son avenir politique est très compromis. Alors personne ne s'attend à la voir remettre sa démission demain, que ce soit de son propre chef ou sur injonction de la Première ministre. Après tout, nous n'en sommes qu'au début de l'affaire, qu'il faut désormais qualifier de scandale, à mon avis, et dont le volet judiciaire commence tout juste. Nous nous en tiendrons donc juste à son impact politique, et pour le coup, celui-ci est si calamiteux qu'on ne voit pas comment cette fidèle des premières heures du macronisme pourrait survivre à un remaniement. Alors expliquez-nous pourquoi. Parce que la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, c'est son titre aujourd'hui, est ressortie à mes yeux laminée de son audition devant les sénateurs. Elle a été mise en difficulté à plusieurs reprises, on l'a dit, elle n'a pas dévié de sa stratégie de défense. J'ai lancé l'idée, mais je ne me suis pas occupé de la suite, se défaussant allègrement sur un fusible déjà grillé, Christian Gravel, le préfet qui était en charge du PDR, excusez-moi, ça c'était la semaine dernière, mais aussi sur ce qui est plus nouveau et tout aussi inélégant, sur son cabinet. Et comme ça a été souligné, c'est vrai qu'on a des versions très contradictoires. Or, cette prétendue ignorance de ce qu'il a bien pu advenir de ce fonds Marianne, prétendu par Marlène Schiappa, s'est traduit malgré elle et au mieux par un aveu d'incompétence avec un S, j'ai envie de dire, s'il vous plaît. Vous savez, il y a toujours un truc, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il vaut mieux paraître nul ou malhonnête? Politiquement, c'est de toute façon un jeu perdant ou perdant. Je ne vous ferai pas ici la liste des incompétences, ce serait trop long, tant la description abracadabrantesque que Marlène Schiappa a fait du mode de fonctionnement de son cabinet dessinait en creux une véritable pétaudière, j'ai pas d'autre mot. S'il fallait qu'un seul exemple, ce serait celui-ci, celui dont vous avez parlé, quand elle découvre le projet d'attribution de 300 000 € à l'association de Mohamed Sifawi. La ministre s'en étonne dans un mail, ça lui paraît énormissime. Et au-delà des dates, que croyez-vous qu'il arrivera? Est-ce qu'elle a été suivie? Est-ce qu'elle s'en soucie? Que nenni. Le comité de sélection, on l'a dit, où siègent 3 membres de son cabinet, optera au final pour un montant encore plus élevé de 355 000 €. 355 000 €. La ministre dit c'est énormissime, et les membres de son cabinet disent allez, on remet 55 000 € par-dessus. Enfin, là, on frise l'incompétence et, je le disais tout à l'heure aussi, un problème probablement de décence. Est-ce qu'elle a encore le soutien de l'exécutif? Elle a été soutenue du bout des lèvres dimanche par la Première ministre, mais qui est elle aussi en sursis, donc c'est dire. Mais au gouvernement, comme au sommet de l'État, beaucoup ne la supportent plus, ingérable, incontrôlable. En fait, les coups d'éclat qu'ont fait sa marque de fabrique hier avaient déjà largement entamé son crédit avant l'audition de ce matin. Avoir du mal à relever son image, parce que c'est pas son bilan famélique au secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire qui pourra quelque chose, ni ses dernières interviews qu'elle a accordées à Playboy ou à Closer. C'est quand même vous dire aussi le niveau de portée politique du combat de Marlène Schiappa. Bref, elle devrait avoir bientôt tout le temps nécessaire pour réfléchir peut-être au 2e tome de son avant-dernier best-seller. C'est quoi le titre déjà? C'est une bonne situation, ça, d'être ministre. Il pourrait effectivement méditer ça. Je voudrais qu'on revienne sur la question de ce que la ministre savait. Rémi Féraud, en sortant de l'audition, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle a dit plusieurs fois « je ne suis pas omnisciente ». Elle n'est pas hypermnésique, en tout cas. Donc, ça, on peut parfois en douter. J'ai été impressionné par la précision des questions qui lui étaient posées. Par le président Claude Raynal, par le rapporteur de la commission Jean-François Husson, et puis, je pense comme tout le monde, par le côté très évasif de ses réponses. Tout d'un coup, c'était plus la Marlène Schiappa qui
c'est tout et qui va révolutionner le monde. Donc c'était vraiment très très frappant. C'était peut-être une façon de ne pas mentir sans dire tout ce dont elle se souvenait. Je ne peux pas en juger. En tout cas, c'est frappant. Ce qui m'a frappé aussi, c'est contradiction très précise avec ce qui a été déclaré soit par Christian Gravel, soit par son ancien directeur de cabinet. Sébastien Jallet, oui. Et puis, le côté irresponsabilité politique que j'ai lancé, le fonds Marianne. D'ailleurs, pris qu'il avait été décidé dans un conseil de défense, je crois que son lancement, ce qui à mon avis est déjà... pourquoi y a-t-il besoin de le lancer dans une instance qui est secrète ? On a besoin de davantage de démocratie et de délibération pour qu'il y ait aussi derrière du contrôle. Et le fait qu'il n'y ait eu derrière... aucun véritable pilotage politique de la mise en œuvre de ces actions. D'ailleurs, il n'y a pas eu de bilan d'étape réalisé... autant que je me souvienne, la question n'a pas été posée, mais il n'y a pas eu de communication de Marlène Schiappa 6 mois après, 1 an après. Il y a eu, comme souvent c'est le cas, des révélations par la presse. D'abord par le journal Marianne, puis assez longtemps après, je crois, par Mediapart. Et France 2. Donc, c'est... Quand même, le process peut être aussi très instructif pour d'autres actions publiques qui seront menées plus tard, parce que justement, la lutte contre la radicalisation, c'est quelque chose de trop grave et de trop sensible pour qu'il ne soit pas mené très sérieusement. Jean Garrigue, pour l'instant, alors effectivement, il y a ce flou artistique entretenu par la ministre. Mais sinon, c'est un peu parole contre parole. Ce que disait Hélène Salvi tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a menti devant la commission d'enquête. C'est une vieille histoire et les politiques, historiquement, ont toujours eu tendance à reporter, à se défausser sur les fusibles, leurs directeurs de cabinet, etc. On l'a vu dans quasiment toutes les affaires de dysfonctionnement comme ça de la décision publique. Là, manifestement, c'est exactement ce qu'a dit monsieur le sénateur. C'est-à-dire qu'on a vu dans cette commission de quelle manière ces fonds Marianne avaient été traités avec beaucoup de légèreté et d'incompétence par cette ministre. Et on peut se demander si, évidemment, la surcommunication ne tue pas l'efficacité de la gouvernance. En l'occurrence, on a presque c'est un exemple caricatural de ce qu'il ne faut pas faire quand on est en responsabilité. Et comme effectivement l'enjeu, me semble-t-il, est majeur, c'est un enjeu très important, on est d'autant plus déçu par ce qui se vient de se produire. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Hélène Salvi ? Il y a d'autres enquêtes en cours. Il y a la commission d'enquête du Sénat qui va se terminer. Il y a notamment l'enquête du parquet national financier. Marlène Schiappa, elle n'a pas été encore entendue par les enquêteurs du parquet. Pas. D'accord. En fait, ça va être une étape importante. Il y a eu des perquisitions hier au domicile de plusieurs acteurs du dossier, dont Mohamed Sifawi, dont le préfet Gravel. Et l'enquête suit son cours. Il y aura fin juin aussi un nouveau rapport de l'inspection générale d'administration qui, cette fois-ci, s'étendra aux autres associations pour avoir une espèce de carte postale d'image globale de la gestion du fonds. Et simplement pour rebondir aux deux autres invités, il y a, je trouve, une question éminemment politique. Et celle-ci, elle ne se réglera ni devant les tribunaux, ni devant la commission d'enquête, ni même par l'inspection générale de l'administration. C'est quoi être une ministre, en fait ? Justement, est-ce que c'est une bonne situation être ministre ? Être ministre, être responsable politique, c'est savoir que dans le mot responsable politique, il y a le mot responsable. Et en fait, c'est quelque chose, visiblement, qui a été trop longtemps oublié. Alors peut-être qu'historiquement, il y a eu toujours des fusibles et les responsables politiques se sont toujours dit qu'il y avait quelqu'un qui méritait davantage de partir que avant. La vérité, c'est ce qui a émané de l'édition de ce matin, c'est qu'on avait quelqu'un au ministère de l'Intérieur. On n'est pas n'importe où. On est Place Beauvau. Oui, c'est un secrétariat d'État qui dépend du ministère de l'Intérieur. Avec des moyens et une administration importante, lourde. Et là, on avait quelqu'un qui, en clair, nous expliquait qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait rien vu, rien entendu, qu'elle avait lancé une communication et que finalement, c'était son rôle, mais qu'en dehors du compte Twitter et d'un plateau de télévision, tout le reste, ça la regardait pas. Politiquement, c'est énorme d'avoir une ministre qui dit que
l'administration placée sous sa tutelle, le cabinet placé sous sa responsabilité, ont été en autogestion pendant des années. C'est vrai que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, il y a des ministres qui démissionnent beaucoup plus vite que chez nous. Dernier mot, Rémi Féraud, la commission d'enquête, ça dure jusqu'à quand? Et qu'est-ce qu'il en ressort? On fait un peu de pédagogie parlementaire ici aussi. Alors, ce qui en ressort, vous verrez... Non, mais qu'est-ce qui peut peser après avec les conclusions d'une commission d'enquête? L'établissement d'un certain nombre de vérités, parce que les gens ont parlé sous serment, d'un certain nombre de contradictions et des responsabilités. D'ailleurs, Marlène Schiappa peut dire c'est pas moi, c'est 3 membres de mon cabinet, mais pour un ministre, 3 membres de son cabinet, c'est sa responsabilité. Donc, voilà, sa façon de parler de son cabinet était très étonnante. Ce qu'il en ressortira, je ne veux pas, comme ça, anticiper sur... Non, les auditions ne sont pas terminées. Mais voilà, un certain nombre aussi, j'espère, d'enseignements pour la conduite de ce genre d'appel à projet et de suivi derrière des règles. Marlène Schiappa a dit ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas de règles pour l'attribution de subventions. Je trouvais ça d'ailleurs étrange qu'elle le dise comme ça. Mais peut-être qu'il faut davantage préciser les choses pour les appels à projets. Mais d'abord, la commission d'enquête, elle établira quand même des chaînes de responsabilité et savoir ce qui s'est passé. Donc, elle devrait le faire assez rapidement puisqu'elle devrait le faire avant la pause de l'été. Justement, c'est ce qui a permis une commission d'enquête rapide qui est la commission des finances du Sénat. Merci Rémi Féraud. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Jean Garrigue, je rappelle le titre de votre livre Élysée contre Matignon qui est publié aux éditions Talendier. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.